L'épisode d'aujourd'hui se centre sur Belle et Rumpelstiltskin. Oh putain, j'en ai marre. Donc, ça se passe donc quand elle était esclave sous ses ordres, tout. Il ramène un bébé au manoir. Ça, un couple de parents s'en fout, c'est pas important ça. Et elle s'attache à lui, mais elle veut pas que Rumpel lui fasse de mal, donc décide de l'emmener, je sais pas où, dans une tour. Et j'ai pas bien compris, pour savoir exactement ce qu'il veut faire du bébé en fait. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai pas bien compris, c'est que il faut lire un truc qui dit que la fée noire, puisque la fée noire est réévoquée dans cet épisode, la fée noire viendra prendre le bébé si on l'appelle. Et alors là, c'est le truc que j'ai pas très bien compris, c'est qu'il fallait qu'elle l'évoque, qu'elle le lise pour que ça libère le sort d'une façon quelconque, puisque Rumpelstiltskin se pointe juste après. Et, ouais, et apparemment c'était bloqué avant que Belle fasse ça en fait. J'ai pas bien compris ce détail. Peut-être que j'ai pas saisi, j'ai pas bien suivi certains détails, mais ouais, je comprends pas. Il fallait qu'une personne au cœur pur lise le parchemin de sort pour que ça le débloque ou une connerie comme ça. Pas saisi là, je vous cache pas. Mais bon, ouais, donc ça permet de débloquer ça. Rumpelstiltskin s'apprête à partir en laissant Belle enfermée là pour échanger le bébé avec pour faire un espèce d'échange de bébé, oui, avec la fée noire. Belle est pas trop contente de ça parce que bon, un bébé c'est mignon tout plein, c'est pur et innocent et ça doit pas se sacrifier, hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Et donc la fée bleue arrive juste à ce moment-là parce que elle a entendu cette espèce d'appel de la fée noire et se dit ah c'est pas bien et tout, faut arranger ça. Elle parvient à libérer Belle. Elle raconte un peu qui est la fée noire, c'est-à-dire à un moment donné. Elle a été faite, puis à un moment donné, elle a décidé de laisser tomber ça et de s'en prendre aux enfants. Sans qu'on sache pourquoi, j'ai l'impression que ce personnage sera développé davantage plus tard, hein, ça se sent très bien que ça va être le cas. Mais ouais, donc elle libère Belle pour qu'elle aille sauver l'enfant parce qu'il y a qu'elle qui peut le faire pour une raison X. Voilà, en tant que fée, elle peut rien faire, la fée bleue. Ok, d'accord. Au passage, j'imagine que c'est pour ça qu'il voulait l'enfant de Cendrillon. Ouais, j'imagine, hein, je me pose cette question-là. Ça doit être pour ça qu'il voulait l'enfant de Cendrillon, parce que... je me pose vraiment cette question-là, donc je sais pas exactement pour quelle autre raison il voudrait des enfants à part ça, quoi. J'ai toujours trouvé ça bizarre, donc c'était pour pouvoir conjurer la fée noire. C'est un petit peu, c'est pas super logique par rapport à ce qui va se passer parce que bon déjà, ce qui va se passer, je sens que je vais avoir toute une diatribe à balancer là-dessus, mais si tu voulais conjurer la fée noire, il y a clairement moyen que t'en aies envie depuis bien plus longtemps que ça. Pourquoi que maintenant et pourquoi t'es connu comme quelqu'un qui veut s'emparer de bébés si en fin de compte tu n'as fait ce sort qu'une fois quoi de conjuration. Ok, c'est le petit détail quoi. Ça essaye d'être un petit peu raccord, d'essayer de justifier certains petits trucs que Rumpelstiltskin a fait avant, mais maintenant qu'on y pense, ouais, il a été un peu connu pour ça et on... Ok, j'ai pas bien compris ça, je vous cache pas que j'ai pas bien compris. Mais ouais, donc... il conjure la fée noire, il l'affiche sur place avec de l'encre de calamar, vachement pratique ce truc-là, et c'est là qu'il lui demande toi, et qui t'es emparé de tellement d'enfants, pourquoi n'as-tu pas su garder le tien? En effet, pourquoi tu as abandonné ton fils? Mère. Rumpelstiltskin est le fils de la fée noire. La fée noire donc qui a été introduite dans la saison 3, donc déjà c'est une bonne chose, mais... Ah, toute la famille de tout le monde va avoir une importance capitale dans tout, c'est chiant. Ah, c'est ça que j'aimais bien avec Rumpelstiltskin dans les premières saisons, c'est que c'était personne à la base. Une espèce de lâche qui se porte l'ombre de son père, pris dans cette histoire, pris par la vengeance, pris par sa faiblesse, etc. Et à partir de ce moins que rien, entre guillemets, qui a vécu, on a réussi à créer l'être le plus puissant et la rancœur qu'il a touché, tout son passé de
de loser avant, c'est ça qui forge un petit peu le caractère qu'il a maintenant. C'est très intéressant de voir que ça sort de nulle part, ça, en fait. Que c'est Monsieur Personne à la base. Mais dans la saison 3, on apprend que comme par hasard, son père c'est Peter Pan. Cela étant, je vais te dire un truc, même si c'était forcé et un peu saoulant par rapport à ça, j'arrivais à accepter le fait que son père c'était Peter Pan parce que son père était un gros lâche qu'il a abandonné pour avoir la vie dont il avait rêvé. Ça appuyait un petit peu ce qu'il était. Et même si je trouve ça un peu dommage que comme par hasard son père c'est Peter Pan, ça arrivait à être acceptable, mais il y a deux fois de suite la même connerie autour de la fée noire, avec la fée noire cette fois-ci. Ah tiens, son père c'était un sale enculé qu'il a abandonné et est devenu comme par hasard un grand méchant d'une saison. Et ben sa mère c'était une sale enculée qu'il a abandonné quand il était rien du tout, Rumpelstiltskin. Ouais, vrai tout jeune, genre elle a accouché puis elle l'a laissé tomber. Et que maintenant ça va être une grande méchante. J'imagine dans la deuxième partie de saison un truc comme ça. Non! Putain de merde, vous n'avez aucune imagination, vous devez tout lier à tout, c'est chiant! Ah! Je suis tellement. Vous savez, un des trucs qui m'a fait décrocher de One Piece au fur et à mesure, c'est le fait qu'on découvre que Luffy n'est en fait pas le héros qui surgit de nulle part, qu'il paraît être au début. On découvre qu'il y a une lignée importante de gens qui sont haut placés à tel ou tel endroit. Son frère adoptif a un passé super méga important aussi. Toutes les personnes qui lui sont proches à la base, avant qu'il commence à jeter dans cette vie de pirate, sont super méga importants. Et il se trouve que ça amoindrit considérablement son impact. Parce que là où on avait un mec qui surgit de nulle part et qui, en surgissant de nulle part, arrive à se hisser très haut, à avoir une importance, au final, on a un type qui a un espèce de passé super huppé et tout. Et même s'il essaye de pas jouer dessus, il essaye de s'en détacher, ben, en fin de compte, ouais, il a un passé super huppé et tout, quoi. Et ça amoindrit l'impact que ça a. C'est pareil pour Rumpelstiltskin en faisant ça. Vous le rendez beaucoup moins intéressant, là. Beaucoup moins intéressant. Est-ce qu'on va découvrir à un moment donné que sa grand-mère était genre une déesse merde, quoi. Je vais être d'accord avec certains commentaires. Si c'est pour faire ça, ça aurait été mieux de le laisser mort dans la saison 3. Hein. Vraiment, ça aurait été mieux. Cette saison 6 me... Elle désespère cette saison 6 là. J'en sais rien. Peut-être que ça s'empile après les saisons 4 et 5 qui étaient vraiment pas joyeuses. Là, ce début de saison 6. Donc ouais, la fée noire ne lui répond pas, pourquoi elle l'a abandonné tout ça, elle se barre, tandis que Belle a eu l'occasion de les rejoindre et d'écouter tout ça. Bien entendu, ça, il n'en a jamais été fait mention avant. Il a cette espèce de passé que lui et Belle savaient, à aucun moment donné ils en ont parlé, évidemment. Et donc lui dit, ah je comprends que tu sois, que ça te mine, ce passé-là, mais c'est pas pour ça qu'il faut t'en prendre à les enfants. Ce qui me fait dire, ouais, qu'est-ce qui te fait croire, Belle, qu'il allait le sacrifier vraiment? Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle lui explique ce qui s'est passé. Et ouais, enfin bon, ça va pas plus loin que ça. Alors, au moins, ils en sont arrivés à rester consistants avec le fait que Belle n'a pas de raison de l'ultra détester à ce moment-là. Oui, parce qu'au début, je me suis dit, waouh! Comment Belle peut tomber amoureux de ce type à ce moment-là s'il est prêt à sacrifier un enfant pour ça? Apparemment, ça, il donne des circonstances atténuantes et il le montre pas prêt complètement à sacrifier cet enfant-là. Donc, ok, ça arrive à être raccord. Le peu de trucs de bien que j'ai à dire, mais ouais, je vois révélation que j'aime pas du tout. Mais bien entendu que là, la fée noire va réapparaître, on ne sait pas où elle atterrit ou quoi que ce soit, elle va redevenir un perso important maintenant. Vous savez, à la fin de la première moitié de la saison 3, je me suis dit, oh ouais, cette fée noire, qui ça peut être et tout, ouais. C'est la mère de Rumpel, ouais. Je...
je sais pas, je suis... Ça me gâche le plaisir de savoir que ça va être un énième lien avec Rumpelstiltskin. Tout, tout doit être lié à Rumpelstiltskin. Même quand il était un Pékin qui valait rien, on doit relier des trucs à Rumpelstiltskin. Enfin bon, dans notre présent, il y a Belle qui commence de plus en plus à avoir de doutes par rapport à ce que Rumpelstiltskin prévoit pour elle. D'autant plus qu'il a envoyé un message aux fées en vieillissant une, en leur disant me faites pas chier. J'ai pas compris pourquoi il a envoyé ce message, ni même ce que ça apporte en fait, puisque la fée qu'il fait vieillir à la fin de l'épisode, elle est soignée. Donc ça servait à quoi? À rien du tout, quoi, parce que Belle est déjà sur le qui-vive par rapport à l'épisode précédent, par rapport au fait qu'elle a peur de Rumpelstiltskin, par rapport notamment au bracelet qu'il lui a mis l'épisode précédent. Donc ça sert absolument à que dalle ce passage où il fait vieillir une fée, complètement con. Hein. Ça va justifier un truc dans une des sous-intrigues, j'y viendrai, mais... punaise. Donc ouais, elle a peur pour ça, et en faisant des recherches, elle se met à rêver tout d'un coup. Il y a un livre qui lui apparaît. Voilà, c'est un livre comment se défaire du ténébreux, un truc comme ça, un titre de ce genre-là, qui apparaît comme par magie, et qui lui est montré par son futur fils à naître. Je sais pas, son fils a des super méga pouvoirs magiques, parce que c'est le fils du ténébreux. Est-ce que ça veut dire que tous les autres ténébreux avant, quand ils ont eu des enfants en étant ténébreux, leur fils avait des super pouvoirs? Et la question me pose. Ou alors c'est comme par hasard le premier ténébreux dont c'est le cas. Bref, grâce au livre qu'il a créé dans le monde réel par magie, il parvient à parler à sa mère en disant ouais t'as un moyen de contrer ça. Et ça l'amène pas à grand chose en fait, puisque la seule chose que ça fait c'est de dire aux autres, ah ouais, le seul moyen c'est de mettre la main sur sa dague. Ouais, ça vous le saviez, je pense. Et il y a une petite illustration rapide d'encre de calamar. Ah ouais, c'est vrai, on pourrait le distraire et le figer avec l'encre de calamar et en profiter pour essayer de lui piquer sa dague. Voilà, donc ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire Kylian et Emma. Et ça marche pas. Enfin, ça a l'air de marcher au début, mais en fait non, puisqu'il est devenu tellement méga puissant et que ça marche pas. À nouveau, son espèce de surpuissance, tout ça, ne se ressent pas du tout. Depuis la deuxième moitié de la saison 5, ça ne se ressent pas du tout le fait que c'est un super méga ténébreux qui a des pouvoirs supérieurs et tout, quoi. Il a pas l'air plus puissant que lorsqu'il était un ténébreux normal classique, quoi. Ou alors, ouais, attendez, si ça se trouve, la raison pour laquelle son enfant à naître a des super pouvoirs super extra, c'est parce que c'est un super ténébreux. Oh, ok, on va trouver l'excuse. Donc, en gros, ils ont conçu cet enfant durant le laps de temps super court durant lequel Rumpelstiltskin a retrouvé ses méga pouvoirs de ténébreux et où il est parti dans les enfers. C'est-à-dire que ça se passe sur une demi-journée. Ce genre-là, quoi. Sur une demi-journée, le gars, il s'est dit, oh, j'ai récupéré mes super pouvoirs de ténébreux, allez, une petite baisse belle, et puis à ce moment-là, il l'a engrossé et tout, quoi. Je pense, c'est ça, quoi. C'est super timing, le gars. Donc, dès lors que j'y réfléchis, il y a tout ce genre de détails qui me viennent en tête, mais voilà, quoi. À nouveau, c'est tellement forcé, je trouve. Et donc, ouais, grâce à ça... grâce à ses super pouvoirs de ténébreux, il arrive à échapper à ça. Il essaye de forcer Belle à accoucher plus vite, ce qui amène Belle à dire ah non mais tu n'as pas à être comme ça. Je ne demande pas à ce que tu sois parfait, je demande juste qu'à ce que tu fasses des efforts pour être bien. Et ce à quoi Rumple lui répond mais j'ai essayé, j'ai fait des efforts et à chaque fois t'as vu le résultat. À la fin tu m'as repoussé. Ok connard. La raison pour laquelle Belle t'a repoussé, c'est parce que t'as arrêté de faire des efforts. La raison pour laquelle Belle t'a repoussé, c'est parce que t'étais prêt à sacrifier quelqu'un pour te libérer de
ton sort dans la saison 4. La raison pour laquelle Belle t'a repoussé dans la saison 5, c'est parce que t'as pas réussi à accepter le fait de pouvoir vivre en étant une personne normale. C'est pour ça qu'elle t'a repoussé, c'est pas parce que t'as fait des efforts, hein. C'est pas parce que malgré les efforts que tu faisais, elle disait non, j'ai pas envie de toi, c'est parce que t'as abandonné les efforts en cours de route. Voilà pourquoi elle t'a repoussé. Alors arrête de nous balancer cette excuse de merde, hein. Donc ouais, Belle lui dit, ok, si tu fais ça, peut-être que ton fils pourra t'aimer, mais moi, ce sera complètement fini, et donc ça le fait se raviser, et peu de temps après, malgré tout, Belle se voit subir son fameux sort qui lui fait accélérer la grossesse comme Zelena. On croit que c'est Rumpelstiltskin, mais en fait c'est la méchante reine qui fait ça pour le faire mal voir parce qu'elle s'est sentie trahie par lui et tout, on y viendra ça. Et donc voilà, elle est forcée d'accoucher très vite. Pendant qu'elle accouche, alors qu'elle souffre de douleur, elle a une vision de son futur fils qui lui dit « Ah, tu sais quoi faire pour que ça aille bien pour moi ?» Et donc voilà, elle accouche et elle dit à la fée bleue « Tu veux bien être la marraine de mon fils et l'élever en l'emmenant loin d'ici sans te faire repérer parce que ouais, les fées peuvent faire ça maintenant. Et puis je sais pas, elle peut se rendre ailleurs qu'à Storybrooke maintenant. J'en sais rien, c'est pas très clair les règles. Normalement, elle peut pas se rendre ailleurs qu'à Storybrooke, donc c'est pas comme si c'était un endroit super grand ou recherché. Mais ouais, donc rends-toi quelque part avec lui et élève-le à ma place, comme ça Rumple ne pourra pas s'en prendre à lui tant qu'on n'a pas trouvé une solution au problème. Voilà donc ce qu'elle fait. Rumple arrive juste à temps, peu de temps après que ce soit le cas, sachant qu'il voit la fée bleue s'échapper, il la poursuit pas. Il la voit au loin, il sait où elle est, hein, mais non, non. C'est pour l'effet dramatique, c'est pour montrer la mise en scène, quoi, tout ça. Ouais, donc ouais, il est super vénère à cause de ça. Et puis il y a Belle qui, étant donné qu'elle a subi le sort de grossesse accélérée, lui en veut complètement. Ce qui fait qu'à la fin, il en veut un peu à tout le monde. Hein, il se retrouve un peu tout seul dans son coin, il en veut à Zelena, il en veut à la méchante reine. Et puis personne lui fait confiance et tout, donc il est super vénère et tout. Ok, ça peut être une situation pas inintéressante. En fait, il pourrait même essayer de forcer un contrat avec les autres de façon à ce à ce qu'il puisse se débarrasser de Zelena et de la méchante reine, hein. Honnêtement, hein, puisque maintenant ils ont des intérêts communs, mais bien entendu qu'il va pas le faire. Je le redis, je m'en fous de Belle et Rumpelstiltskin, donc ce drame par rapport au fait que ah, je n'arrive plus du tout à t'aimer, ah, tu ne pourras pas avoir ton enfant, ah, je le retrouverai, tu sais, je cherchais longtemps, tout ça. Je m'en bats les steaks, complètement. La révélation sur sa mère m'a gavé, je n'imaginais pas à quel point. Et donc, ouais, c'est sans intérêt, quoi. Il n'y a rien qui a été fait très intelligemment dans cette intrigue pour que ça me sorte complètement de là, donc voilà. Alors, en plus, ouais, juste un truc par rapport à ça. Il voulait un peu insister au début de cette intrigue sur le pourquoi de la haine de Rumpelstiltskin envers les fées. Moi, il me semblait que c'était dû au fait que les fées étaient responsables de la disparition de Bellfire, selon lui, c'est-à-dire que si les fées n'avaient pas intervenu, eh ben Bellfire ne serait pas tombé dans le monde, dans notre monde à nous. Donc il me semblait que c'était ça, mais apparemment ils essayaient de donner une autre raison à ça, qui n'est pas logique du tout, puisque la fée noire est complètement désavouée par les fées, donc s'en fout royalement, pourquoi il leur en voudrait pour ça? Ça ne veut rien dire. Et on a quelques petites intrigues secondaires dont je suis pas particulièrement fan non plus. On va commencer par la moins désagréable, la plus intéressante du lot, histoire d'avoir un peu de positif tout de suite. Donc Emma et Killian, pendant qu'ils recherchaient la dague du ténébreux sans rien trouver, à un moment donné, Emma s'est vue refaire mettre une vision dans la tête, et cette fois il y a un micro détail en plus, elle voit le détail de l'épée. Il y a un joyau incrusté, tout ça, et elle se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et ben un peu plus tard, ils reviennent dans le magasin de Rumpelstiltskin, ils trouvent l'épée en question, donc ça veut rien dire.
Alors je sais pas, à moins que ce soit une épée magique particulière, ou j'en sais rien, mais ouais, moi, ça peut pas dire grand chose pour moi. Toi, quelqu'un va prendre cette épée, va te prendre cette épée à un moment donné, et va l'utiliser contre toi, peut-être. Après, comme l'oracle l'a dit, apparemment on peut changer énormément de détails dans le futur, dans les événements du futur, mais pas la conclusion finale. C'est-à-dire le fait que tu meurs, mais en dehors de ça, oui, elle peut se servir de notre épée, la personne. Donc, ou alors tu pars du principe que ta vision te dit que cette épée a un propriétaire propre et que c'est forcément son propriétaire propre. Ok, pourquoi pas. Alors est-ce que c'est pour lancer une fausse piste? Voilà, ça vole pas haut, mais au moins ça essaye de créer un début de. Ça essaye de continuer un petit peu le petit mystère sur Emma, vision du futur, tout ça. Comme j'ai dit, c'est un petit truc que j'aime bien dans cette saison 6 qui font vraiment. Ils font vraiment développer ça tout du long de la saison et ils font pas en sorte que ça s'oublie tout le temps, quoi. C'est pas genre les deux trois premiers épisodes on parle de ça et puis après ça revient en jeu que à la toute fin et tout. Ils essayent vraiment de tabler là-dessus le plus souvent possible et c'est cool, même si c'est pour un truc aussi superflu que ça pour moi, mais ça peut être cool. Le deuxième truc qui m'énerve le moins là-dedans, c'est la petite sous-intrigue autour d'Aladin et Jasmine, qui ont donc trouvé cette fameuse lampe magique qui contient Jafar. Je veux dire, ça peut être que ça. Hein, tout le monde n'arrête pas de me dire ah oui non mais ça veut faire le lien avec ça. Je veux dire si ça veut faire le lien avec Once Upon a Time in Wonderland, le seul lien possible c'est que Jafar soit dans la lampe. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Donc ouais, après un moment complètement superflu là aussi où ah, je suis pas sûr, toute magie vient avec un prix, oui, parce que c'est un épisode où toute magie a un prix cette fois. Hein. Des fois, c'est pas le cas, et là c'est le cas, hein, ça veut dire que c'est le cas. Et donc, Blanche lui dit, mais quand même, il faut que tu prennes courage et tout, que tu vois ça. Et puis, ça, justement, la seule chose que tu veux demander, en gros, c'est savoir comment va Agrabah, où en est Agrabah. Tu demandes juste une information. C'est un petit peu, c'est comme dans Once Upon a Time in Wonderland, tu demandes un truc, juste à savoir un truc, et puis tu le sais. Et puis au passage, comment tu... Il n'y a aucun sort que vous avez essayé pour savoir ce qui s'est passé à Graba. T'as demandé de l'aide à personne là. Ok, c'est juste histoire de dire. Donc voilà, elle se décide en fin de compte à frotter la lampe et il y a juste les bracelets de génie qui en sortent. Et on dit que le génie est libéré là. Alors, juste un truc. Vous avez fortement intérêt à m'expliquer ce qu'il en est, parce que c'est du foutage de gueule sinon. Comment un génie peut être libéré d'une lampe rien qu'en le frottant comme ça doit être souhaité ça. Ça peut pas se dire ah tiens on frotte la lampe et le génie parce que magie il se libère parce que si forte volonté tout ça un truc comme ça quoi. Doit y avoir une raison à ça. Donc et j'espère que vous allez l'expliquer. Ou alors j'en sais rien c'est une espèce de truc à la con, comme quoi son ancien propriétaire a fait un espèce de vieux super alambiqué, comme quoi la prochaine fois que quelqu'un frottera ta lampe, tu seras considéré comme libre. Ok, si vous voulez, très bien. J'étais comme peut-être. Enfin, j'en sais rien, j'essaie de trouver une explication, hein, parce que pour moi c'est pas logique du tout, quoi. Comment se fait-il que lorsqu'elle ne fait que frotter la lampe, il est libéré, quoi? Donc ouais, il disparaît en nuage de fumée sans qu'on sache qui c'est, alors que je sais pertinemment que ça sera Jafar. Et donc ils se disent ah non, on n'a pas de solution sur le coup pour retrouver Agrabah. Et Aladdin se dit je sais ce que je vais faire, je vais me sacrifier et devenir le nouveau génie en enfilant les bracelets. Parce que ça marche comme ça. Ça marche comme ça, j'enfile les bracelets, je deviens le nouveau génie et donc il devient le nouveau génie et ça s'arrête là. Ok. Ouais. D'ailleurs, déjà, ça a déjà été fait dans Once Upon a Time in Wonderland. Vous faites que repomper un truc qui a déjà été fait avant. Et, et puis, je trouve ça dommage par rapport à Aladdin qui doit. Qui fait même plus preuve de ses talents de voleur parce que ça serait intéressant, ça. Le truc, le fait d'utiliser ses talents de voleur pour aider à Agrabah, quoi. Utiliser ce qu'il sait faire à la base, pas ses compétences de magie, tout ça. Ça serait intéressant, mais là, non, il redevient un être magique qui va l'aider parce que si. Voilà, et
J'ai le sentiment qu'il va y avoir tout un délire autour du fait que ah, Jafar libéré va mettre la main sur la lampe et contrôlera Aladdin. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir ça. Je suis presque certain qu'il va y avoir ça. J'en suis. Donc, pas super fan de ça non plus. Mais le truc qui me gonfle le plus dans les sous-intrigues secondaires, c'est celle autour de Selena. Parce que voilà, Regina, la méchante reine, décide de se plier un petit peu aux volontés de Rumpelstiltskin parce que maintenant elle a l'impression qu'il a de yeux que pour elle. Tout de suite, il a abandonné l'idée d'être avec Belle, tout ça. Et donc, on se dit, ok, je suis prête à tuer ma soeur pour avoir ce lien-là. Et alors qu'elle se rend auprès de Selena, Zelena se laisse faire bêtement. Genre bêtement, je comprends vraiment pas le délire. Zelena est censée avoir au moins autant de puissance que Regina. Qu'est-ce qui se passe quand elle a été scindée en deux? La moitié maléfique a eu plus de pouvoir magique, c'est ça? Est-ce que c'est une espèce de règle de ce sérum qui scinde en deux, c'est-à-dire la partie impulsive, maléfique qui sort de vous a automatiquement beaucoup plus de force, beaucoup plus de pouvoir parce que science magique. Vous savez, si c'est le cas, ça aurait été cool de le préciser. Je sais pas, le fait qu'elle soit plus ouverte à ses pulsions, ça le fait se restreindre moins et donc ça lui donne plus de pouvoir. J'en sais rien, c'est pas clair, mais ouais, en tout cas, Zelina ne riposte même pas. Elle se fait bêtement laminer, prête à être tuée parce que merde, quoi, je vois pas pourquoi elle se défendrait pas. Le fait qu'elle se sente trahie par la sœur en laquelle elle croit, je suis désolé, mais c'était déjà le cas avant, quoi. Elle devrait pas se sentir ultra méga vexée, attristée par ça. D'ailleurs, c'est pas le cas, elle joue pas comme ça, l'actrice, donc se fait avoir bêtement comme une merde. Et c'est là que Regina apparaît pour empêcher la méchante reine de la tuer. Et comment? Pas en l'attaquant par surprise et en l'enfermant ou en lui faisant un sort qu'il assomme ou un truc comme ça. Ce serait trop malin. Ce serait trop malin. Elle décide d'utiliser son cœur et de la menacer comme ça. Écoute ma vieille, je tiens mon cœur là, je peux l'écraser à tout moment. C'est un moment de tension relativement fort entre ces deux-là, je reconnais, où elle est prête à se sacrifier, tout ça, et à mourir pour empêcher qu'elle sévisse, la méchante reine. Je m'attendais à un moment de délivrance autour de Zelena après ça. C'est-à-dire, ok, vous allez arrêter vos conneries comme quoi, on n'est pas sûr de ce qu'elle veut, elle est du côté des méchants, puis des gentils, puis elle sait pas trop, et avec ça, avec le fait que Regina était prête à se sacrifier elle-même pour empêcher sa moitié maléfique de tuer Zelena, je m'attendais à une des réconciliations, un truc comme ça, et Zelena qui commencerait vraiment petit à petit à se mettre du côté des gentils. Ben non. Non, alors que Zelena commence à s'excuser, Regina lui dit ah non, désolé, je ne suis pas venu pour m'excuser. En fait, je suis venu pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dans ta maison pour m'aider à conjurer un sort. Voilà l'excuse à quoi sert le fait d'avoir fait vieillir une fée au début. D'accord. Et donc, Zelena lui dit ah mais tu veux dire que tu t'apprêtais à me voler des trucs? Attends, tu pensais que je pensais que t'allais me les donner comme ça? Et après, elle dit, Regina, ouais, je suis désolé, je pourrais jamais te pardonner. Je te considère comme responsable de la mort de Robin des Bois, je t'en voudrais tout le temps, je peux faire en sorte de t'épargner, mais je te pardonnerai jamais, et voilà, c'est foutu, va te faire foutre connasse, quoi, presque. Hein. C'est pas ce qu'elle dit, hein, Regina. Hein. Et tu sais quoi, Regina? Sur le principe, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai envie de lui dire va te faire foutre connasse, mais en termes d'intelligence, une des choses les plus simples à faire, ce serait pas forcément de lui mentir, mais d'édulcorer, de sucrer un petit peu ta vérité. C'est de lui dire, ok, je suis pas venu à la base pour te sauver, mais quand je t'ai vu, je dis, je pouvais pas me résigner à la laisser tuer parce que tu restes importante pour moi, t'es ma sœur. J'aurais du mal à te pardonner. Hein, c'est-à-dire, je te pardonnerai jamais, mais j'aurais du mal à te pardonner, j'arrive pas encore à te pardonner pour ça. Mais voilà, je peux pas la laisser te tuer. Et tu sais, faire en sorte, faire un petit effort pour que elle se range de votre côté, tu vois.
Un truc comme ça, quoi. Et pas la mettre complètement à part, faire son petit truc, et risquer de faire en sorte qu'elle se retourne contre toi, qu'elle ne t'aide pas. Il y avait clairement moyen que tu utilises ça pour, pour vous aider, vous tous, contre Rumpelstiltskin et la méchante reine, mais non. T'as décidé de la jouer connasse en disant je te pardonnerai jamais, va te faire foutre. Et ben c'est bien, va te faire foutre toi aussi. D'ailleurs, si t'en es au stade où t'arrives pas à lui pardonner, que t'arriveras jamais à l'accepter dans ta famille, pourquoi t'es allé jusqu'à l'extrême de risquer de crever pour empêcher ta moitié maléfique de la tuer? Qu'est-ce que t'en as à foutre à ce moment-là? Tout le monde me dira, ah non, parce que les gentils, elles ne veulent pas permettre qu'une personne innocente meure. Ouais, non. Si elle part du principe que sa sœur se rachètera pas et que c'est râpé pour elle, je vois pas pourquoi elle tenait à ce point-là à remettre sa vie en jeu, quoi. Non, enfin bon. Donc ouais, Zelena est encore dans son trip. Oh, j'ai des personnes, je sais pas vers quel côté me tourner. À nouveau, ils sont pas clairs sur ce qu'elle veut faire ou pas et tout. Ouais, je m'en fous. À nouveau, moi, si vous partez sur ce genre de développement, j'en ai rien à foutre de Zelena, tout comme j'en ai rien à foutre de Rumpelstiltskin et de Belle. Depuis le début, ils foutent absolument rien pour m'intéresser à eux là. Et puis bon, Rumpelstiltskin n'a plus Lena dans sa ligne de mire maintenant, donc il va vouloir s'en prendre à la méchante reine, sachant qu'à nouveau, vieux, il y a des tonnes de moyens de s'en prendre à quelqu'un sans le tuer. Je sais qu'elle a des pouvoirs magiques, la méchante reine, mais tu pouvais trouver un moyen avec tes super méga pouvoirs magiques qui dépassent l'entendement, de la faire souffrir quelque part à vie sans pouvoir rien faire ou un truc comme ça. Non, tu le fais pas. Et puis, vous avez passé un marché ou pas, quoi? Je comprends pas. Vous avez passé un marché pour être ensemble sur certains points, mais quel point exactement je... Ouais. Ah. Non, 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 non. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Je suis désenchanté par cette saison pour l'instant. Il y a de bons moments, de moments d'émotion intéressants autour de certains personnages, mais à côté de ça, développement d'autres personnages est sans intérêt et je sais pas, nos personnages sont stupides. Tchè. Ouh. Je sais pas, peut-être que le côté complètement énervé, plus personne n'est de mon côté de Rumpelstiltskin pourra amener à des moments intéressants de sa part de vengeance. Peut-être. Le reste, ça ne donne pas envie plus que ça, quoi. Situation de Zelena, la situation d'Aladin. Le fait que maintenant on sait que Crumple est apparenté à la Fée Noire. La Fée Noire qui a donné naissance à un garçon quelconque qui, comme par hasard, s'est retrouvé à devenir ténébreux. Hein. Et comme par hasard, son père deviendra plus tard le maître du pays imaginaire. Hmm. Putain, je suis désabusé tout de suite. Ça veut pas à quel point. C'est, c'est pas comme la saison 5 où. La première moitié de la saison 5 qui, sans doute, la pire saison pour moi, où certes on mettait en place des trucs bien, mais à partir de l'épisode 5 ça devenait de la merde et j'en entendais plus rien. Là il y a des pics de bien, vous voyez, mais et ça laisse espérer des trucs, mais à côté de ça, vous rendez nos personnages cons, vous faites des développements sans intérêt. Ouais. À bientôt pour l'épisode 10, ciao.